De retour pour les 30 minutes pour comprendre qui nous reste aujourd'hui. Coopération France-Maroc, on verra. On passera aussi à voir, pour voir tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Est-ce qu'on a les moyens pour servir les ambitions de cette coopération? C'est ce qui serait intéressant. J'aimerais juste vous laisser finir sur le côté environnemental et après essayer de comprendre ce qui a été décidé, ce qui a été lancé lors de cette visite. Alors, donc j'étais en train de dire que ce qui caractérise la situation actuelle par rapport au passé, c'est que tous les pays doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est un tournant majeur. Mais chacun en fonction de ses capacités, de ses circonstances nationales. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la responsabilité commune mais différenciée entre les pays développés et les pays en développement. Et donc, tout le monde a commencé à contribuer à partir le premier trimestre de l'année 2015. Les premières contributions étaient tombées. Les premières, c'était l'Union européenne, puis après d'autres pays. Et notre pays, le Maroc, a soumis sa contribution nationale à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. C'est une formidable coïncidence. C'était le 5 juin de cette année. On a déposé donc, au secrétariat la contribution nationale du Maroc. Effectivement, oui, on peut dire que l'action est exemplaire parce que cette contribution a été très très bien accueillie par la communauté internationale, par les spécialistes, donc le secrétariat de la Convention climat qui siège à Bonn en Allemagne, et il a été également qualifié d'ambitieuse parce que nous sommes un pays qui ne pollue pas beaucoup par rapport à d'autres sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, absolument, vu notre niveau de développement. Mais nous avons volontairement voulu nous inscrire dans une démarche de développement durable et de réduction volontaire des émissions de gaz à effet de serre parce que nous avons une stratégie énergétique qui est basée sur les énergies renouvelables. Et ça, c'est important parce que dans notre contribution nationale, la moitié de l'effort repose sur la stratégie énergétique. Et viennent par la suite d'autres secteurs, comme le secteur des déchets également, où de grandes avancées sont en cours d'être réalisés. Le secteur de l'agriculture également, où nous avons des programmes ambitieux qui prennent en considération la question climatique, à la fois en termes d'adaptation, mais également en termes d'atténuation des émissions. Revenir sur cet appel de Tanger, pour qu'on détaille, notamment c'était un signal extrêmement fort, la COP 22 aura lieu au Maroc. Qu'est-ce que ça représente? C'est un signal extrêmement fort. Absolument. Alors, il faut savoir que la France va organiser, donc en décembre prochain, c'est la COP 21, une grande conférence, et c'est à Paris que nous allons inaugurer le nouveau régime climatique. À Paris sera adopté le nouvel accord sur le climat, qui va embarquer toutes les parties, tous les pays, avec bien entendu des contributions différenciées, parce que le mot différenciation est important. Et après la COP 21 à Paris, aura lieu à Marrakech la COP 22. Et donc ça va être la COP de l'action, la COP de la mise en œuvre. Si à Paris, ce sont les négociations pour la conclusion de l'accord, et se mettre d'accord pour garder la température en dessous de 2 degrés, parce que c'est ça l'objectif fixé par les scientifiques, par le GIEC, parce qu'au-delà, c'est l'aventure, c'est l'incertitude. Oui, on fait tout ça pour 2 degrés. Alors, exactement, parce que le GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, a évalué qu'au-delà de 2 degrés, nous entrons dans un cycle climatique qui est très risqué. Alors tout ça va se faire, j'aimerais juste revenir au côté économique, parce que tout ça c'est une contrepartie économique. Il y a beaucoup de secteurs qui vont être développés, qui sont développés, l'éolien, le photovoltaïque, toutes les énergies renouvelables, le solaire. Et de quel impact ça a sur justement le développement économique, que ce soit en termes de PME ou que ce soit même en termes d'attractivité pour des grands groupes français notamment? D'abord, en termes économiques, disons, nous prenons position dans des domaines qui sont nouveaux et donc nous partons avec moins de retard qu'on ne l'était, par exemple, il y a 50 ans lorsqu'on est rentré dans l'ère de l'industrialisation au Maroc. Et donc c'est une action qui est visionnaire pour ce qui concerne notre économie. Donc gagner des points de compétitivité parce qu'on rentrera dans ces nouveaux métiers en même temps que d'autres pays qui sont plus avancés économiquement nous permettra de nous repositionner et effectivement de gagner quelques points de compétitivité à l'avenir. Alors maintenant, le Maroc investit dans ce domaine, disons, comme vous l'avez dit, dans de très nombreux secteurs, que ce
ce soit au niveau du traitement des déchets ou que ce soit au niveau énergétique. Et donc là-dessus, nous avons des partenaires qui sont divers, qui sont éventuellement des partenaires français, mais pas uniquement. Parce que, par exemple, dans le domaine, disons, du photovoltaïque, la France n'est pas très avancée. Des pays, disons, nous gardons quand même des partenaires européens de façon privilégiée, mais d'autres pays qui ne sont pas dans cette région du monde sont également très avancés. Et il y a un retard à récupérer, disons, en termes de collaboration. Alors, je ne suis pas au fait au niveau de l'énergie éolienne, mais il me semble que là aussi, la France n'est pas extrêmement développée, parce que la France, en fait, avait développé un savoir-faire particulier dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et donc, il y a cette avance en France qu'on ne retrouve pas dans ce domaine. Et donc là, on avance pas forcément toujours avec nos partenaires français, même s'ils sont présents. Il y a nos engagements en termes d'énergie renouvelable. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, comme vous l'avez affirmé, qu'il y a une vraie ambition politique. Donc elle est affirmée, puis c'est intéressant de dire que maintenant on va aller vers une conférence de la mise en œuvre. Donc là, à travers ça, pour toutes nos entreprises, il y a des relais de croissance. Ces relais de croissance, il y a des points sur lesquels effectivement il faudra faire mieux parce qu'on n'est pas les mieux placés pour les raisons que vous avez évoquées. Mais je dirais, par exemple, nous, très concrètement, nous avons 4 parcs industriels, donc 2 qui fonctionnent, qui sont opérationnels. Le dernier à Berchide, c'est un parc dont l'ambition est HQE, haute qualité environnementale. Ça veut donc dire qu'il y a déjà la prise en compte de ce que vous venez de citer. Alors bien sûr, il y aura un coût. Et ça veut donc dire que les entreprises, les 180 entreprises attendues sur ce parc de 60 hectares, vont correspondre à cette politique qui est évoquée. Et puis bien sûr, avec tout le relais de croissance, création d'emplois, transfert de technologies qui vont découler d'une ambition politique. Je voudrais quand même dire qu'en termes d'énergie renouvelable ou en termes d'environnement, bien investir permet de gagner en compétitivité. Ce n'est pas forcément un coût. C'est davantage d'investissement au départ, mais c'est une rentabilité supplémentaire par la suite. C'est une culture aussi. Oui. Une responsabilité sociale, si je rajoute. C'est une responsabilité sociale. Alors, dans le domaine automobile, c'est vrai que Renault fait des voitures électriques. Et donc, plus que Peugeot, je crois, d'autres grands constructeurs étrangers sont également dans ce domaine. Et bien sûr, il y a aussi la voiture de l'avenir, qui sera beaucoup moins polluante qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui intègre beaucoup ces technologies de l'environnement, sur lesquelles Renault et Peugeot travaillent beaucoup. Et bien sûr, on espère avoir davantage de développement dans ce sens à l'avenir au Maroc. C'est tout un volet de l'industrie automobile qui est en pleine révolution. Au Maroc, on rentre dans l'industrie automobile. Notamment, on est un peu là-dessus à travers tout ce qui est les réseaux câblés, tous les câbles, toute l'industrie du câble, qui est très importante dans ce développement de l'industrie automobile V2.0. Alors, je voudrais juste un petit élément à propos de ça, parce que c'est un des enjeux majeurs également de la COP21, celle de Paris, et puis ça va venir après pour les décisions opérationnelles à Marrakech, c'est le transfert de technologie pour les questions climatiques. Et ça, c'est une demande pressante des pays en voie de développement, pour qu'il y ait un transfert de technologie dans des conditions qui permettent l'accès à ces technologies et pas aux simples conditions de marché. Donc un accompagnement public. Et deuxièmement, les ressources financières. Et ce qui est prévu, c'est 100 milliards de dollars à mettre en place dans le cadre du Fonds vert climat et autres, donc à la fois publics et privés, à l'horizon 2020. Et à partir de 2020, tous les ans, 100 milliards de dollars américains. Donc ça, c'est un enjeu important, parce que ça permettra de financer le transfert de technologie, de financer les investissements nécessaires dans les pays en développement, et ça, c'est un engagement du Nord. Nous avons actuellement 10 milliards dans le fonds vert. Donc nous sommes loin des 100 milliards promis. Et donc c'est un enjeu des négociations actuelles. Et les pays, grâce au travail de la France, et un certain nombre de pays également développés menés par la France, des annonces importantes vont être faites à Paris. Parce que c'est un enjeu important pour mobiliser les pays du Sud. Parce qu'il y a quand même une responsabilité historique des pays développés par rapport à ces questions climatiques. Alors vous parlez de transfert de technologie, j'ai des questions aussi sur Twitter qui se posent la question sur le caractère win-win de ce partenariat économique. Alors, transfert technologique, ça peut en être une, ça peut être un des axes d'un partenariat win-win, mais il y a aussi une question qui est centrale, est-ce que nous avons, les femmes
et les hommes pour servir toutes ces stratégies, ces partenariats économiques et ces grands chantiers? Nous n'en avons pas assez. C'est le gros problème du développement économique au Maroc aujourd'hui, c'est précisément la formation à tous les niveaux, même au niveau de l'éducation. Donc ça commence là. Maintenant, nous avons également beaucoup de Marocains qui sont formés dans les écoles françaises, entre autres, et ailleurs. Mais est-ce que ça suffit pour servir? Bien sûr que ça ne suffit pas. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de développer un savoir-faire national beaucoup plus ample que ce qu'il l'est aujourd'hui. C'est le problème central, je dirais, de notre économie. C'est bien connu et il y a des commissions qui ont travaillé là-dessus. Et maintenant, on essaie de rattraper le retard, notamment à travers des compléments de formation. Et donc, le volet formation est un volet qui est essentiel pour permettre justement l'adaptation disons, de la main-d'œuvre disponible ou de la matière grise disponible aux besoins de développement de nos industries. Alors, il y a le transfert technologique, mais il y a le transfert de compétences. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est à un haut niveau? On ne parle pas de l'éducation à partir du primaire, là, on parle vraiment de transfert de compétences pour qu'on ait des cadres locaux qui s'occupent de faire monter toutes ces activités. En termes d'innovation, je pense que les conditions de développement d'innovation ne sont pas uniquement celles des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le marché est mondial. Et donc, disons, le savoir-faire ou la valeur, ou les cadres de valeur peuvent également être recrutés par des entreprises marocaines et nous devons pouvoir recruter des cadres de valeur pour venir aider au développement de nos entreprises. Donc, de ce point de vue-là, les conditions de développement de l'innovation, c'est des conditions de concurrence bien organisées. Et c'est essentiel pour justement créer cette dynamique. Alors, bien évidemment, dans un cadre plus large, les entreprises marocaines ne peuvent pas travailler uniquement sur un marché, sur le seul marché national. Nous avons besoin d'aller ailleurs, en Europe et en Afrique. Nous pouvons le faire seuls et nous le faisons parfois seuls. Beaucoup d'entreprises marocaines, vous avez cité tout à l'heure quelques grands groupes marocains qui se développent bien à l'étranger. Certaines PME également vont à l'international, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs. Mais on peut le faire également avec nos partenaires français ou européens d'une manière générale. Et quand on le fait, ça se passe bien parce que nous devons apporter quelque chose. Et c'est notre expérience qui l'autorise quand on en a construit une bonne. Alors, question, peut-on espérer pour cette coop, toujours dans le côté win-win, on a parlé des entreprises françaises qui viennent s'installer au Maroc, là j'ai une question sur des entreprises marocaines qui pourraient s'installer en France. Peut-on espérer pour cette coopération Maroc-France des incitations financières avantageuses pour les entreprises marocaines voulant s'implanter en France? Alors, il y en a. Nous accompagnons, nous accompagnons dans tous les salons, dans un certain nombre de voyages, donc des gens qui veulent monter des partenariats avec des sociétés françaises. Donc nous, c'est de l'ordre. Enfin, j'ai pas le chiffre en tête, il faut que je regarde. Donc je ne vais pas m'avancer sur le chiffre. Il faut savoir qu'il y a une société très connue comme Outsourcia qui est allée monter son centre d'appel en France parce qu'il y avait des avantages, il y avait un certain nombre de proximités à la fois dans la formation. Et donc voilà un exemple concret de gens qui sont allés s'installer en France et qui sont allés développer des métiers qui semblaient faits justement pour l'externalisation et qui posaient problème en termes de colocalisation. Vous vous souvenez? Absolument, mais il y a beaucoup d'entreprises marocaines se font démarcher par des pays européens pour se délocaliser. Littéralement en Europe. Ça existe également. Et avec des aides, absolument. On a beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Bon, vous en avez cité un, mais je peux vous montrer des propositions que j'ai reçues disons, de régions européennes. Pas spécifiquement française, mais disons en France c'est plus facile pour nous. Mais dans le cadre de la coopération, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Là, vous êtes en train de me citer des exemples, mais est-ce qu'il y a des choses concrètes qui pourront permettre d'accélérer ce type de choses? Ça fait partie des négociations sur l'ALECA. C'est-à-dire nous devons pouvoir gagner des possibilités de mieux commercer avec l'étranger. Il faut que nos professionnels puissent se déplacer plus facilement en Europe, parce que dans ce cadre-là, ce n'est pas des négociations bilatérales, c'est des négociations Maroc-Union européenne. Vous êtes en train de me parler de visa. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Non, c'est pas uniquement le visa. Non, le visa, mais c'est pas le visa simplement pour le dirigeant. C'est, disons, pouvoir se déplacer, parce que le statut avancé, c'est la libre circulation des produits,
des services et des professionnels. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, nos architectes puissent gagner des marchés en Europe. Il faut que les conditions d'accès à ces marchés soient équivalentes à celles des Européens quand ils viennent chez nous. Là, ce n'est plus du Maroc-France, c'est du Maroc-Europe. Et c'est là où je disais tout à l'heure que la négociation entre le Maroc et l'Union européenne doit être mieux tenue pour l'intérêt à la fois de la France et du Maroc, parce que c'est le mieux d'intégration qui permettra un meilleur développement économique du Maroc, et surtout ne pas considérer, disons, le marché marocain comme étant une opportunité pour les entreprises ou pour les professionnels européens. Ça ne suffirait pas, ce serait dramatique. Alors, un des axes, j'aimerais revenir à la PME, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le 13 avril dernier, 2 conventions avaient été signées pour 43 millions d'euros, pour favoriser les échanges, enfin les rencontres entre les PME marocaines. Tout ça à travers des mises en place de fonds de garantie, puisqu'on connaît le problème de financement que peuvent rencontrer les PME. Comment ça va être mis en œuvre, comment ça va être appliqué et quel impact ça peut avoir ? Sincèrement, c'est-à-dire, en général, ces conventions passent à travers, disons, les réseaux bancaires traditionnels. Oui. Et donc, c'est des points, disons, de garantie qui sont donnés en général aux banques pour distribuer plus facilement du crédit. Alors, comment est-ce qu'on le perçoit? Je ne peux pas vous dire, disons, comment ça l'est directement. Je sais qu'il y a plusieurs taux bonifiés qui existent pour les PME. Je pense qu'une entreprise qui est transparente, qui est bancable, disons, s'adresse facilement au réseau bancaire marocain, qu'il y a des programmes d'incitation pour les dirigeants d'entreprises plus petites ou moins transparentes à intégrer ces réseaux. Et donc, c'est un développement normal de nos entreprises. Donc, nous avons de plus en plus d'entreprises qui sont plus transparentes, qui payent le fisc et donc qui rentrent dans ce domaine et qui sont éligibles à ces programmes. Mais je ne connais pas, disons, d'un point de vue spécifique par rapport aux PME, ce qui est proposé. Moi, je dirige une PME, j'ai accès à des crédits qui sont parfois d'ailleurs en euros. J'ai également d'ailleurs certains crédits qui sont octroyés par des organismes européens dont nous sommes effectivement récipiendaires. Bon, ça se passe bien dans notre cas, mais je pense que ça doit trouver son origine dans ces conventions, mais on ne me l'a pas dit. J'aimerais parler de tourisme durable. Ça fait partie finalement de toute cette politique environnementale et de développement durable. On a un projet de tourisme durable avec un prêt de 20 millions d'euros pour le financement d'une station de tourisme durable dans la région d'Agadir. Le tourisme durable, ça fait partie aussi de ces axes stratégiques? Absolument. Le tourisme Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'on nous explique ce que c'est que le tourisme durable. C'est à tout le monde. Le tourisme durable, c'est un tourisme qui respecte à la fois les capacités du milieu, donc qui respecte la nature, qui préserve les ressources naturelles, qui les utilise avec efficience, mais c'est aussi un tourisme qui respecte les traditions, les cultures locales. C'est ça le tourisme durable, en gros. Et ce tourisme durable, une partie de ce tourisme durable, ce qu'on peut appeler aussi l'écotourisme, c'est le tourisme de nature ou le tourisme rural. Et notre pays est assez avancé et nous avons eu un partenariat effectivement avec la France, puisque dans le cadre d'une initiative internationale sur les modes de consommation et de production durable, il y a un segment sur le tourisme durable qui a été copiloté, si vous voulez, coprésidé par la France et le Maroc, et sur lequel notre pays a fait des avancées importantes. Nous avons par exemple un partenariat, une convention avec l'une des premières que nous avons établies avec le département ministériel, entre le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme, pour mettre en place des indicateurs de durabilité de l'activité touristique et suivre dans le temps dans quelle mesure dans la trajectoire d'évolution du tourisme, nous rapprochons de la durabilité. Et donc ça se traduit par des éléments concrets, consommation d'eau, consommation d'énergie, tri des déchets, recyclage et valorisation de ces déchets, intégration des sites touristiques de manière harmonieuse dans les paysages, etc. Donc c'est véritablement un sujet important sur lequel et le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement avaient travaillé très fort, et cette expérience est même reconnue au plan régional et africain.
Alors j'ai un tweet intéressant. Tiens, on parle de intégration du Maroc et géopolitique. Beaucoup de tweets intéressants ce soir. Le Maroc obtient le statut avancé auprès de l'Union européenne. À quand une intégration concrète du Royaume dans le marché intérieur de l'Union? Alors on ne l'a pas obtenu, c'est une déclaration. Oui. C'est une déclaration. Donc on est en train de négocier. Et là, l'accord de libre-échange complet et approfondi est une étape importante vers le statut avancé. Donc l'intégration, c'est bien réussir effectivement ces négociations, avoir davantage d'entreprises marocaines présentes en Europe et davantage d'entreprises européennes également installées au Maroc. Et on travaille dans ce sens. C'est long, c'est long. Là, oui, là vous êtes complètement dans les enjeux politiques qui prennent du temps. Mais qui effectivement vous permettraient une avancée importante dans la nature de nos échanges. Alors revenons sur l'appel de Tanger, vraiment, parce que on a parlé de la COP 22. Qu'est-ce que, je veux dire, on a dit que c'était un signal extrêmement fort, mais l'objectif du Maroc, quel est-il vraiment, si on doit partir à long terme? Alors, d'abord, nous allons être, après la France, le pays hôte de la conférence des parties. Donc, et nous devons être exemplaires sur un certain nombre de choses, puisque la communauté internationale... C'est un moteur pour toute la région en termes de politique environnementale? La décision va être prise à Paris. Nous sommes candidats à la COP 22. Et la décision sera prise, elle va être actée à la COP 21 à Paris. Et donc la communauté internationale a accepté jusqu'à présent, mais ça va être acté, que le Maroc abrite la conférence, la 22e conférence. C'est la raison pour laquelle nous avons accéléré les choses pour déposer notre contribution nationale, qui est ambitieuse, donc 32%, il faut le rappeler, de réduction des gaz à effet de serre, dont 13%, disons, sans conditionnalité, par notre simple effort pour montrer... Et nous sommes entendus en Afrique, puisque beaucoup de pays avec lesquels nous travaillons dans le cadre des négociations sont d'accord avec cette vision des choses. Alors cet appel est important parce qu'il arrive à un moment où il faut dire que les négociations n'ont pas avancé très vite ces derniers mois et il fallait une impulsion à très haut niveau. La présidence française de la COP 21 a organisé des réunions informelles au niveau des ministres. 2 à Paris, en juillet et en fin août, début septembre, en juillet et en septembre, pour faire avancer les choses. Et là, l'appel de Tanger est véritablement au plus haut niveau de l'État, une impulsion politique donnée, comme je disais tout à l'heure, pays du Sud et pays du Nord, rive sud et rive nord de la Méditerranée, pour dire, pays africains également, pour dire que la question climatique est une question qui intéresse tout le monde, que nous avons un destin commun sur ces questions-là et qu'il fallait qu'on trouve un accord à Paris. Alors bien entendu, cet accord est assujetti à un certain nombre de conditions. Il faudrait que les financements soient là, qu'il y ait un engagement pour un transfert de technologie et qu'il y ait un chapitre important. Et nous en parlions tout à l'heure sur le renforcement des capacités. Dans le futur accord de Paris, il y aura un chapitre sur le renforcement des capacités humaines, donc des pays en développement pour qu'ils puissent faire face à ces questions climatiques, mais également des capacités institutionnelles. Donc tout ceci, alors ce contexte-là, un appel qui arrive dans ce contexte-là, travaille dans le rapprochement des points de vue entre les pays développés et les pays en développement. Et je crois que nous pouvons être fiers que ceci soit fait et lancé à Tanger, dans un pays africain qui va abriter la COP22. Vous êtes le récipiendaire, finalement, quand des entreprises françaises veulent s'installer au Maroc, passent par vous, pas automatiquement, mais vous êtes quand même un baromètre intéressant de l'arrivée d'entreprises françaises. Est-ce que vous pensez que à moyen terme, à court terme, vous allez voir arriver que la communauté française au Maroc va s'élargir? J'ai des questions dans ce sens-là ici, mais c'est vrai que François Hollande l'a dit, je l'ai dit dans mon introduction, la France est au Maroc et le Maroc est en France. Est-ce que la communauté française au Maroc est un catalyseur de ce partenariat? Alors tout d'abord, je voudrais un petit peu rajouter quelque chose par rapport à votre réaction. C'est qu'en fait, sur ces projets hautement politiques et hautement symboliques, la personne qui pourrait vous répondre le mieux, ce serait les gens de la mission économique de l'ambassade, qui sont effectivement les gens qui traitent de ministère à ministère. Donc là, nous, je dirais, Chambre de commerce, on va être à ce moment-là la deuxième étape,
Et c'est nous qui allons peut-être, je l'espère, voir arriver concrètement des industriels ou des entrepreneurs qui auront envie d'investir suite à une décision politique forte qui peut les mettre en confiance. Alors pour l'instant, je dirais, il est trop tôt pour répondre. Là, la communauté, je dirais, la communauté de chefs d'entreprise françaises est importante. Elle est dans un pays quand même qui est complètement stable et qui a parfaitement su, sur la scène internationale, montrer qu'elle était digne de confiance, parce que, vu les événements dans certains autres pays, je dirais oui, j'ai envie de dire oui, confiance, et puis après, il faut quand même que certaines décisions débouchent sur des choses concrètes, en particulier que ce soit donc des décisions opérationnelles par rapport aux grands enjeux politiques, ou plus de clarté encore dans la mise en œuvre de plans de financement de certaines PME par rapport à ces projets. Et comment on peut orienter une diversification? Est-ce qu'on ne doit pas avoir peur de, on va dire, un certain positionnement? Bon, on a les métiers mondiaux du Maroc, on a tous ces pôles de développement qui nous permettent de rayonner à l'export, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de diversifier l'arrivée d'entreprises françaises en termes d'activité? Alors, c'est difficile à... Si je peux me permettre de répondre, nous on voit arriver tous les ans un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent. Et en gros, très concrètement, on aide à l'implantation tous les ans de 50 à 60 entreprises. C'est quand même pas négligeable. Et bien souvent avec des partenaires marocains. Est-ce que là, ça peut créer une nouvelle dynamique? Dans tous les cas, ça peut créer un nouveau secteur, avec d'autres opportunités. Déjà, 50... Alors, toutes les entreprises qui veulent s'installer ne passent pas du tout par nous. Certaines se débrouillent toutes seules, ou ont d'autres cabinets qui vont les conseiller. Mais ça, on pourra vous répondre peut-être fin 2016, si effectivement ce projet dans le domaine de l'environnement a insufflé une autre dynamique et qui a renforcé ce qu'on faisait déjà. Il y a de nombreux domaines dans lesquels, disons, la France est présente au Maroc, pas uniquement à travers les chefs d'entreprise, notamment tout ce qui est lié, par exemple, au service à la personne. Beaucoup de retraités viennent passer leur retraite, finalement, au Maroc, des Européens et aussi des Français. Il y a des domaines également de développement culturel et également au niveau du développement des écoles, de l'enseignement. Beaucoup de grandes écoles françaises aujourd'hui ont un campus qui se développe au Maroc. Et nous avons intérêt, nous Marocains, à multiplier ce genre d'implantation de façon effectivement à relever le niveau de notre enseignement supérieur et également pour accueillir des cadres ou des futurs cadres africains ou voire européens, c'est-à-dire ça permettra au Maroc de mieux rayonner. Donc il y a des domaines où la France est présente sans pour autant que forcément des chefs d'entreprise ou même des entreprises françaises, disons, se manifestent. Et nous avons également des entreprises marocaines qui brillent à l'étranger. Vous avez cité tout à l'heure des banques, Outsourcia, mais HPS, et il y en a d'autres dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire et de la distribution de produits agroalimentaires ou agricoles même en Europe, et à partir de la France souvent d'ailleurs. Donc nous sommes présents à l'étranger et donc ces liens sont importants et pas forcément des liens directement économiques, parfois simplement humains. Bon. Sur le plan humain, je voudrais juste rajouter une petite... Vraiment, alors 30 secondes parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Sur la société civile et pour les questions d'environnement. Vous allez pouvoir faire ça en 30 secondes? C'est possible. Allez-y. Juste pour dire que pour le climat, la société civile marocaine a participé à un débat mondial organisé par la société civile française. Et ça, c'est une illustration aussi sur le plan de l'environnement et du climat d'une parfaite coopération entre la société civile marocaine et la société civile française. Bon, juste un exemple. Les 2 degrés, c'était l'objectif, mais réchauffer de 2 degrés entre le Maroc et la France, je pense que ça a été fait. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain.